Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur mon cher Polydomso. On va revenir sur les événements du week-end. Parce que deux légendes vivantes sont tombées brutalement. Au champ d'honneur. Exactement, on va commencer par Frankie Edgar, qui s'est pris un violent genou sauté, je crois, après 26 ou 28 secondes face à Cory Sandhagen, qui était classé numéro 2 avant ce combat-là. Frankie Edgar numéro 4, après grosse guerre quand même contre Pedro Munoz pour ses débuts chez les bantamweight. Et ouais, timing parfait de Cory Sandhagen. Clairement, c'est pas un genou sauté entre guillemets chanceux, hein. Il a parfaitement lu Frankie Edgar et ouais, il y a deux entrées de Frankie Edgar qui sont un peu similaires et contre la cage piège, en fait. Mais Sandhagen, franchement, les gens qui regardent pas trop ses combats et qui se fient à son palmarès peuvent se dire que c'est un peu, surtout sur sa défaite contre Sterling qui a été très rapide. On pourrait être amené à le sous-estimer pour ça, mais c'est peut-être un des mecs les plus versatiles et les plus imprévisibles et les plus impressionnants dans cette catégorie en termes de striking. Franchement, c'est beau ce qu'il fait. Et là, le piège qui tend à Frankie Edgar, il est juste parfait, quoi. C'est juste parfait. Et je pense que c'est pas tant du fait de l'âge, non, pas du tout, pas de déclin, du ralentissement de Frankie Edgar, c'est plus du fait que déjà Sandhagen est excellent, mais surtout moi je pense que Frankie Edgar, ça fait un moment qu'il combat et il fait partie de ces combattants qui sont ultra documentés. À l'UFC, t'as plein de vidéos de ses combats, il a fait beaucoup de guerres sur 5 rounds, donc c'est pas lui qui est je crois que je dis des bêtises, qui est le plus longtemps dans la cage. En tout cas, je serais pas surpris s'il faisait partie de ces gens-là, parce qu'il a fait énormément de combats de longue durée. C'est pas quelqu'un qui termine ses adversaires très rapidement, il les domine généralement sur une décision. Donc il y a énormément de vidéos sur lui qui sont faciles à trouver en fait et faciles à utiliser et à analyser. Donc je pense que les devoirs avaient été accomplis par Sandhagen, qui a dû repérer certains patterns de Frankie Edgar dans ses entrées, parce que Frankie Edgar, c'est toujours ça, quelle que soit la catégorie dans laquelle il a été, c'est toujours été le mec qui concédait de l'allonge et de la taille par rapport à ses adversaires. C'est un truc de fou de se dire que Frankie Edgar a été champion en lightweight. C'est clair. Quand tu vois les modèles actuels en bantam, finalement il est tout juste bon pour cette catégorie. Enfin, tu vois, quand tu prends juste les tailles et poids et allonge et tout ça, il est pas énorme pour la catégorie, alors qu'il a combattu une grande partie de sa carrière 2 catégories au-dessus, quoi. C'est assez dingue. Et il était il faisait petit par rapport à Sandhagen dans ce combat, quoi. Donc ouais, c'est triste, mais en même temps je crois que c'est seulement le 2e KO de sa carrière. Oui, après celui qu'on 3e, parce qu'il y a eu Brian Ortega le premier, Korean Zombie, qui était terrible, parce que Korean Zombie, à la différence des deux autres, où là c'est des combats qui se déroulent dans des conditions normales, il avait joué le sauveur pour cette carte-là, short notice de 9 jours, je crois. C'est compliqué, mais en même temps c'est le sport, et en même temps il a une très belle carrière, et puis là il y a rien de honteux, je veux dire. Cette défaite là, elle est pas honteuse. C'est un des meilleurs de la catégorie. C'est un espoir. Il y a pas on n'est pas sur une performance qui inquiète énormément. C'est juste que c'est compliqué, parce que du coup on se rend compte que malgré sa descente en catégorie, il y a un plafond qui est atteint, tu vois, face à un certain nombre d'adversaires qui sont au top du top. Je pense qu'il peut encore battre beaucoup de gens dans la catégorie bantamweight, Frankie Edgar, mais accrocher les tops de la catégorie, ça va être compliqué pour lui. Et pour Cory Sandhagen, alors là par contre, ça ne peut être que pour le titre. Peut-être. Moi j'aimerais quand même voir Cory Sandhagen TJ Dillashaw. Ah, ça c'est un combat qui donne vraiment envie. Peut-être se le réserver pour plus tard aussi. Quand il y a un des deux qui est champion. Ouais, c'est aussi une possibilité. Le prochain title shot, de toute façon, va nous donner d'autres opportunités, parce que c'est Sterling qui va affronter Yann. Le champion. Est-ce que c'est concrétisé? Oui, c'est confirmé, c'est pour l'UFC 259. Donc le début mars. Les deux combats, franchement, moi je trouve intéressant. Une revanche contre Sterling, c'est très intéressant, même si Sterling avait vraiment shut down Cory Sandhagen très rapidement. Il l'avait vraiment pris de vitesse sur leur rencontre. Oui, mais il y a pas eu de combat en fait, tout simplement parce qu'il a même pas eu l'occasion de s'exprimer. C'est ça. C'est Sterling qui a vraiment imposé ses forces face à Sandhagen. C'était très pareil. Sterling aussi,
il lui arrivait un peu la même chose que Sandhagen parce qu'il s'était fait éteindre par Moraes très rapidement. Le fameux KO d'Able. Ouais, c'était pas de bol, tu vois, mais bon, c'est ce genre de catégorie où c'est très très compétitif et faut pas se laisser abuser par une défaite comme ça dans le top de la catégorie, quoi. C'est ça c'est sûr. Donc Sterling ou Yann, ce sont des bonnes confrontations pour Sandhagen, et de toute façon TJ Dillashaw, on touche du bois, s'il revient et qu'il revient de manière performante, je pense pas qu'il aura du mal à aller jusqu'au titre en fait. Donc éventuellement down the road comme ils disent, peut-être qu'ils se rencontreront et ça fera un super match parce que c'est vrai qu'ils ont un style tous les deux c'est un mot qu'on utilise mais de néo striking quoi. C'est beaucoup de déplacements latéraux, beaucoup de feintes, beaucoup de switch, beaucoup de shift aussi. Switch, shift. Hein. Et donc voilà, donc c'est très intéressant. Ce serait un combat qui serait fascinant, je pense. Ouais, mais par contre... pour Frankie Edgar... Pour Frankie Edgar, plus compliqué. De toute façon, cette catégorie bantamweight, on en parle à chaque fois, elle est ultra dense, parce qu'il y a quand même aussi un certain... J'oublie son prénom, Cody Garbrandt. Il y a José Aldo qui a battu Chito Vera. Donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens. Il y a même des gens dont on parle pas. Tu vois, Sangadong. Donc c'est compliqué, mais ça se décante vite parce que ça combat rapidement en fait. Il y a pas de bouchon et je pense que là c'est très bien qu'il y ait le title shot Yann contre Sterling et c'est bien, ça fait avancer les choses. Donc on verra bien. Je pense pas que Frankie Edgar sa carrière soit terminée sur ce coup-là. En revanche, ses aspirations au titre un peu plus compliqué, tu vois, un peu plus compliqué. Bah déjà de toute façon, même avec sa victoire contre Pedro Munoz, tu vois, c'est un bon Pedro Munoz, mais c'est pas calibre champion justement, donc non, ça va être assez compliqué pour lui, mais c'est vrai que bon, il peut toujours animer quand même la catégorie. Chez les poids lourds, beaucoup moins d'optimisme concernant notre cher Alistair Overeem, qui a perdu donc par TKO au deuxième round contre Alexander Volkov. Alexander Volkov qui l'a physiquement monsieur a bien travaillé. Volkov qui a vraiment changé physiquement, qui a pris beaucoup de poids, je pense. En tout cas du muscle. C'est surtout du muscle parce qu'il était très très fin et très longiligne quand il est arrivé à l'UFC. Et là, sur les derniers combats, il a pris du muscle et du coup, par voie de conséquence, ses coups en fait ont un peu plus de poids en fait. Et ça a jamais été un mec Volkov qui avait du pouvoir de KO. Et là encore, je pense pas qu'il en a, mais qu'il en ait parce que c'est pas vraiment, il a pas vraiment le punch quoi. Et c'est pas, il arrête pas les gens sur un coup, sur un crochet ou sur une technique au point comme ça. Mais c'est juste chaque coup fait du dégât quoi. C'est des frappes très très lourdes et ça s'accumule très rapidement. Il a pété le nez de Overeem au premier round. Et tu vois, on est chez les heavyweight, un mec qui fait plus de 2 mètres et qui a un bon jab, ça devient tout de suite très très chiant. Il y en a très peu qui ont, tu vois. Overeem, objectivement, on en parlait dans la dernière vidéo qu'on avait faite, c'est peut-être, je sais pas si on peut dire que c'est le meilleur technicien, mais c'est celui qui a l'arsenal le plus complet en fait dans la catégorie des lourds actuellement. Il sait faire beaucoup de choses. Il est excellent en clinch, il sait très bien striker, il a des tripes qui permettent d'aller au sol. Au sol, il a un top control qui est très très efficace. Il a des soumissions, un excellent grand pound. Donc il y a plein de trucs sur lesquels il peut piocher, tu vois, pour faire face à des adversaires. Surtout dans la catégorie des lourds, on a surtout affaire à des spécialistes, mais ça l'a pas empêché de rester. Finalement, il n'avait pas les armes ni les outils, tu vois. Il a été très vite coincé au bout de la distance, au bout de la longe de Volkov, qui lui, pour le coup, franchement, il est pas loin de devenir très très casse-couille dans la catégorie. Tu vois, il a encore. Il a progressé mine de rien en défense de takedown, pardon. Il a progressé. Je te dis, le fait qu'il gagne de la puissance sur ses coups le rend beaucoup plus dangereux parce qu'il a toujours touché ses adversaires et il avait toujours eu un bras avant qui était relativement efficace, mais ça faisait pas aussi mal que ça, tu vois. Là maintenant il commence vraiment à faire vraiment mal sur les coups, tu vois, et il a toujours en revanche là ce qui est bon sont un peu sa wild card à Volkov, c'est ses techniques de jambes où il a je pense que là pour le coup il peut vraiment avoir une capacité de finish qui est plus développée sur ces techniques du jambe. On rappelle, originalement Volkov il vient du Kyokushinkai. Et donc il a des techniques de coups de pied qui sont un peu
qui sortent de l'ordinaire en heavyweight à plus forte raison, notamment ces snap kicks au corps où il le donne vraiment quasiment avec les orteils, tu vois, si ce n'est parfois avec le bol du pied, parfois avec les orteils, et ça franchement quand tu t'en prends un, ça fait mal. Enfin, sa victoire contre Walt Harris était comme ça, donc voilà, il a beaucoup d'armes pour te garder vraiment loin de lui, et pour peu qu'il développe sa takedown de défense, qui à mon avis reste encore le point où ça pêche un petit peu, bah il va devenir un match-up très très compliqué en heavyweight. Encore, tu vois, les gens savent qu'il faut le prendre par là, mais là Overeem il s'est quand même heurté un tronc d'arbre. Voilà, mais c'est ça le problème d'Overeem. Alors c'est ce que surtout que c'était pas, il lui restait plus que ça aussi. Ouais. La réflexion que je me suis faite en regardant le combat, c'est vrai qu'Overeem il est bon dans les amener au sol, mais quand il est déjà en phase de clinch, tu sais, où il a toute une série de setup qu'il fait avec ses genoux, parce qu'il a des genoux qui font très très mal, et donc du coup il donne 2 coups de genoux par exemple au corps, et la personne va tout de suite chercher à se protéger, et c'est là où il va faire des sweeps ou des balayages, tu vois, pour t'amener au sol, et c'est sa technique. En revanche, quand il s'agit de faire des doubles, de faire des changements de niveau, il est assez maladroit, Overeem. Mais là on l'a vu, plusieurs moments il essayait de rentrer avec le bras arrière. Après, il fallait vraiment qu'il se donne de l'air à ce moment-là. Ouais, mais voilà, et en fait le truc c'est qu'il était intercepté par Volkov à plusieurs. Bon, il a touché plusieurs fois Volkov, mais si tu veux, comme c'était juste une technique comme ça en un coup que t'envoies un peu comme un joker, tu vois, ça produisait pas l'effet qu'il aurait attendu, qui était de lui permettre de rentrer dans la distance de Volkov. C'est ça. Je sais pas trop quoi dire. Je pense aussi également que le problème d'Overeem, c'est que depuis, je pense, sa défaite contre Curtis Blade, il a un style qui est un peu plus tu sais, il fait du rope-dope, quoi. C'est-à-dire, il se met contre la cage, il se protège, il attend que l'orage passe et il explose. Et je pense, là, il s'attendait pas à ça, et en fait, voilà, je pense qu'en gros, c'était un pari qui était assez perdant contre Volkov. Ouais. Parce que même si Volkov était gêné, il y a plusieurs moments où il s'arrêtait, tu vois, il avait Overeem contre la cage, il donnait 3-4 coups et puis il aurait pu continuer, mais il s'arrêtait parce que il se protège relativement bien. Mais chaque coup qui passait, même si sur, je sais pas, 5 coups, il y en avait 2 qui passaient à travers de la garde, bah ça créait trop de dommages, en fait. C'est vraiment ça. Donc cette stratégie de faire du rope-dope, ça peut marcher peut-être ça avait marché avec Rozenstruik, et ça avait marché avec Sakai, mais parce que Sakai, c'est pas un énorme cogneur, et il a pas ce poids, tu vois, sur chaque coup, tu vois, qui te détruit, tu vois. Et donc là, contre Volkov, ça a été un pari perdant, en fait. Donc voilà, des défaites. Quelle suite pour Alistair Overeem, qui était dans son one last run, son dernier run vers le titre, là maintenant à 40 ans passés pour Alistair. C'est compliqué pour Overeem parce que j'avais dit dans une précédente vidéo qu'il se renouvelait beaucoup, mais là je pense que ça va être compliqué pour lui de renouveler son game. Il a fait beaucoup déjà de renouvellement. C'est très intéressant, hein, le parcours qu'il a eu, c'est assez incroyable. Je pense, il y a plusieurs moments où on a dit il est terminé, tu vois. Je me souviens quand il a perdu la deuxième contre Miocic. Pardon, la première, n'importe quoi. La première fois contre Miocic, mais même avant, quand il avait perdu contre Travis Brown par KO. Ou même contre Ben Rothwell, c'est des combats, on se disait mais non, mais il doit pas les perdre, ces combats-là, tu vois. Enfin, et il les a perdus, et donc il y a plusieurs personnes qui disaient voilà, c'était même à un point où c'était un peu quasiment à même, tu vois. C'était il y avait tellement d'attentes sur lui, mais finalement, et en fait à chaque fois il est revenu, il est resté pertinent dans la catégorie. C'est pour ça que je tire mon chapeau à Overeem. Sauf que là on arrive, je pense, un peu au bout du bout des ajustements, quoi. Il a fait vraiment tout ce qui était possible en fait de faire. Je pense qu'il peut continuer à battre beaucoup de mecs en heavyweight, mais que là on se dirige plus vers un rôle de gatekeeper quand même. Mais c'est ce que tu disais, ce que tu as dit dans le podcast sur la preview Cyril Gane, Jairzinho, Rozenstruik, pour moi, et à part Rozenstruik, s'il y a une revanche, pour moi tous les mecs là contre lesquels il a déjà perdu, il les bat, enfin je vais pas dire il les battra jamais, mais tu vois, ils font 10 fois le combat, je pense que 9 ou 8 fois il perd. C'est ça, le problème c'est que tu vois, moi je pense honnêtement, très honnêtement, un rematch contre Curtis Blade, je le donne pas gagnant. Non. Un rematch contre Ngannou, je le donne pas gagnant. Miocic non plus. Et là, Volkov. Rozenstruik peut-être. Volkov non plus. Rozenstruik, ouais. Il y a pourquoi pas, tu vois. Mais Volkov non. Non, Volkov non, tu vois. Pareil, tu vois, justement parce que ce style-là qu'il a développé là depuis qu'il est passé à Elevation Team, il fait plus de grappling et il attend en fait que l'orage passe et tout. Je pense que ça se prête mal face à un mec qui fait 2 mètres et qui sur chaque jab va te faire du dégât, quoi. Tu vois, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, tu vois, le début du combat, moi j'ai été très inquiet quand j'ai vu le début du combat où tout de suite dans les premières secondes il se retrouve dos à la cage.
dans une position qui, franchement, il n'y a pas de réponse possible parce que quand t'as un mec qui fait 2 mètres et qui a une telle allonge, c'est pas bien de se recroupiller, d'attendre et se dire je vais peut-être passer un contre. T'es même pas à portée de frappe en fait contre la personne. Donc c'est pour ça devient compliqué. Moi personnellement, j'aimerais pas qu'on en vienne à un point où ça devient un gatekeeper, voire pire. Un nom, tu vois, pour propulser les mecs. Je pense qu'il est trop fort pour ça. De toute façon, ils avaient essayé contre Pavlovich. Et oui, c'est vrai. Pavlovich avait été complètement sorti parce qu'il y a encore. Ce que je dis, c'est faut pas trop non plus s'illusionner. Il y a beaucoup de heavyweight qui ont pas la profondeur technique d'Overeem. Oui, non, il est pas fini. Et qui ont pas les armes, tu vois, pour faire ce qu'a fait Volkov, tu vois. Donc il peut battre encore un certain nombre de mecs dans cette catégorie. En revanche, est-ce que c'est ce que veut faire Overeem? Est-ce que nous, en tant que fans d'Overeem, on a envie de voir ça, tu vois, on a envie de le voir comme un test, comme un Andrei Arlovski, tu vois, finalement, Arlovski, non, moi, personnellement, j'ai pas trop envie de voir ça, tu vois, donc je sais pas, si la question c'est de savoir si Overeem peut faire un nouveau run vers le titre, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Après, c'est des heavyweight, hein. Tu sais, il suffit qu'il fasse 3 combats, 3 victoires et mais là, c'est un mec un peu connu, tu vois, sur le... Mais le haut de la catégorie, là, c'est trop compliqué. Trop compliqué pour lui. Non, mais c'est ce que Polydomso, Alistair, si tu nous regardes, pourquoi ne pas aller dans une autre catégorie, une autre organisation? Après, il gagne, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Overeem gagne très très bien sa vie. Un des plus gros salaires. Il est entre 800 000 et 400 000. Ouais, c'est un des mecs les mieux payés et je crois qu'il était dans le top des mecs les plus payés sur les dernières années. Donc il a vraiment bien fait, bien mené sa barque à ce niveau-là et c'est vrai qu'il aurait tort de se priver quoi. S'il a une position où avec un contrat à plusieurs millions, faut qu'il reste quoi. Ça c'est clair. Même s'il est plus aussi pertinent que ça dans une perspective de compétition, c'est aussi un gagne-pain. Enfin c'est leur vie quoi. C'est de gagner de l'argent, de se mettre à l'abri et tout. Donc tant qu'il peut encaisser, faut qu'il reste. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il a encore le niveau pour dominer les autres organisations, mais très nettement quoi. Il y a pas. Moi, j'aimerais bien le voir comme ça. Minakov, mais en poids lourd hors de l'UFC, je vois pas beaucoup de mecs qui peuvent l'inquiéter, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Donc non, franchement, non, Alistair Overeem, moi non, pour moi, ce serait bien qu'il aille dans une autre organisation. Parce qu'en plus, tu vois, il a été relativement préservé, je trouve. Tu vois, enfin, je veux dire, physiquement, il y a pas ce côté, on voit que le mec a 40 piges, a plus de 70 combats en tout, je crois, enfin, c'est colossal, quoi. Si on fait kickboxing et MMA, plus le nombre de KO qui s'est pris. Ça fait plus de 20 ans qu'il combat en MMA, hein. C'est un truc de dingue, hein. Il a une longévité, assez incroyable, Alistair Overeem, et au plus haut niveau. C'est parce qu'il y a des combattants, ils ont fait 10 ans dans des petites catégories, enfin des petites organisations, et puis après 3-4 ans à l'UFC, ils sont déjà rincés, tu vois. Alors que lui, ça fait les combats au Pride, il les a eu très rapidement, donc très rapidement il a affronté le top de ce qui se faisait de l'époque, et il est resté pertinent très très longtemps. Donc c'est assez incroyable. Mais oui, c'est vrai qu'il peut se mettre en pré-retraite, tu vois, en acceptant des combats. Je suis sûr que le Rising lui ferait un pont d'or, tu vois, pour un événement et tout. Maintenant, c'est pas comparable. C'est-à-dire que je comprends aussi la fierté de combattant de se dire je suis parmi les meilleurs, et je pense que il a encore, tu vois, dans sa tête, il a encore cette certitude de battre 90% des gens qu'il va rencontrer, tu vois. Donc tout en fonction des adversaires que l'UFC lui met, il peut aller jusqu'au title shot. Par exemple, la Rozenstruik est actuellement 3e. Si l'UFC avait décidé de faire Rozenstruik Overeem 2 à la place du combat contre Cyril Gane, il gagnait, il se retrouvait 3e, et tu peux, tu sais, avec un petit peu de hype, dire ok, je vais avoir une revanche. Qu'il y ait un combattant qui se blesse normalement pour le combat, pour le titre, tu vois, t'as ce genre d'opportunité qui peut se présenter. Ouais, non, mais oui, mais bon, hors configuration comme celle-là, je ne le vois pas nous faire une nouvelle. Non, compliqué. Une nouvelle ruée vers le titre. Mais en tout cas, sacrée carrière pour Overeem, c'est légende. On utilise ce mot un peu trop à l'emporte-pièce, c'est un peu, mais là pour le coup c'est pas démérité pour Alistair Overeem. Il lui manque finalement que la ceinture UFC, parce qu'il a donc Strikeforce, Dream et puis K1. Et ça c'est impressionnant quoi. Ah non, c'est énorme. Donc et pour Volkov par contre, j'ai un petit peu de mal à m'enflammer pour le coup, parce que la victoire elle est belle. Là, je pense que maintenant il est clairement, tu vois, top 5 dans la catégorie. Moi je vois pas champion.
Bah c'est compliqué parce que c'est vrai que par exemple contre Curtis Blade, même si moi je trouve que le combat contre Curtis Blade sur les derniers rounds, il était encore là et sur un malentendu, bah, ça pouvait largement passer, mais il s'est vraiment fait dépasser en lutte contre Curtis. Bon après il y a pas de honte, hein, Curtis Blade il dépasse en lutte quasiment, enfin toute personne qui ne se nomme pas Francis Ngannou est battue en lutte par Curtis Blade, mais c'est vrai que contre Curtis Blade c'est chaud, contre Francis Ngannou c'est chaud aussi. J'ai un peu peur, tu vois, sur les premiers rounds que le coup passe parce qu'il est très très grand, mais il a des gros patterns aussi parce que je me souviens c'était le combat contre Greg Hardy. Greg Hardy, chaque fois qu'il faisait ses low kicks, mais même contre Walter Harris, pourtant qu'il a dominé le combat contre Walter Harris, il y a plusieurs moments où Walter Harris est rentré et a pu toucher, tu vois, Volkov. Alors Volkov est assez résistant, je trouve, hein, qu'il prend quand même des coups et il tient le choc, mais bon bah contre Ngannou c'est tout de suite un peu plus compliqué, donc c'est vrai que là faire ce pari là, je vais laisser passer parce que c'est vrai que c'est un combattant assez vraiment peu commun, Volkov, parmi les lourds. Il a quand même un énorme cardio parce qu'il est toujours là au 5e round, et pourtant quand tu vois sa taille et tout, c'est assez impressionnant. Contrairement à Stefan Struve, utilise son allonge. Il sait utiliser son allonge, contrairement à Stefan Struve. Ouais, en fait, c'est un peu un semi-shield, mais dans notre génération. D'ailleurs, il s'est entraîné avec semi-shield. Il a d'ailleurs des armes qui sont très similaires. Tout son arsenal de front kick fait penser à ça. Donc, c'est vrai qu'il est très très compliqué à gérer. Maintenant, ouais, comme tu le dis, tu sais, Stipe Miocic, Curtis Blade, Francis Ngannou, j'ai un peu du mal à le voir. Mais après, moi, un match que je verrais bien pour lui, dans la perspective d'un prochain title shot, c'est le vainqueur d'Eric Lewis, Curtis Blade. Parce que dans les deux cas, ça fait une revanche. Ouais. Puis s'il gagne, tant mieux, tu vois, là il monte pour le titre. Bon, bah s'il perd, c'est pas grave, tu vois, il est jeune, il a 31 ans ou 32 ans, je crois. Donc, et puis dans cette catégorie-là, de toute façon, les mecs, c'est comme les chats. Donc, donc voilà, bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur cette UFC. Et puis oui, bien évidemment, les deux défaites donc d'Alistair Overeem et de Frankie Edgar, c'est pas dans les mêmes conditions qu'Anderson Silva contre Uriah Hall. On se dit là, faut vraiment arrêter. Là, non, c'est pas pareil. C'est plus qu'on est en mode à quoi bon continuer sinon pour l'argent, parce que c'est vrai que c'est des mecs qui sportivement ont toujours sous le coude, hein, mais oui. Bah oui, mais bon, après c'est le nerf de la guerre, hein, quelque part. C'est un peu c'est une des raisons principales. Oui. Donc il faut pas le nier, mais c'est vrai que c'est moins alarmant comme constat, ça c'est clair. Mais bah voilà, nous avons fait le point. Mon cher bonhomme, je vous dis à la prochaine. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 45% sur tout My Protein avec le code la sueur, et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Peace.